Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. Fred ici présent. Et bien sûr, encore une fois, Léo. Il est temps maintenant de revenir à notre cher Harry Houdini, dont on peut dire qu'il fait partie des démystificateurs les plus persévérants. Et on va enfin comprendre pourquoi. Donc Houdini, de son vrai nom Erich Weiss, né le 24 mars 1874 à Budapest en Hongrie. Son père est rabbin, ce qui va être important pour la suite de notre exposé. La famille immigre à Appleton, Wisconsin, en 1878, donc il n'a que 4 ans à ce moment-là. À 9 ans, il se produit publiquement en tant que trapéziste. Donc c'était déjà un athlète. Un artiste. Un athlète et un homme de scène. Un enfant de scène. Il se tourne vers la magie à l'adolescence et à 25 ans, il effectue son premier numéro d'évasion sur le circuit de vaudeville d'Orpheum, ce qui lui offre un public remarquable. Rapidement, ses évasions deviennent plus dangereuses et plus difficiles. Il s'échappe de tonneaux verrouillés et remplis d'eau. Il se fait enchaîner, attacher, enfermer dans des cercueils, s'échappe de prison. L'un de ses tours les plus spectaculaires l'a amené à se libérer d'une camisole de force alors qu'il était suspendu à une corde à l'extérieur d'un immeuble. Il faut s'imaginer la scène. C'est incroyable. C'était Incroyable. un malade. Il est suspendu dans le vide et il arrive à faire quelque chose d'incroyable. Il défiait la gravité, il défiait la mort au quotidien. Moi, ça me fait un peu penser aussi à des gens comme Buster Keaton. Alors, c'était devant la caméra, mais qui, pareil, faisaient des cascades à se rompre le cou, qui risquaient leur vie pour leur art du spectacle. Il est, mais de faire des choses, mais de se faire enfermer dans des cercueils et en sortir, c'est simplement, oui, il y a pas c'est Bah extraordinaire. oui, parce que là, il aurait pu se noyer, Houdini, par exemple, en étant enfermé Attaché. dans un réservoir d'eau, attaché. Parce qu'il y a ce tour-là qu'on connaît beaucoup. On a parlé de quand il était accroché à l'extérieur d'un immeuble, mais le tour le plus célèbre et celui qu'on connaît tous, c'est celui où il était dans une cuve d'eau, attaché, et qu'il devait s'échapper. Il faut encore une fois se mettre à la place du public de l'époque qui voit cet homme qui lutte contre la mort dans l'eau, ils devaient tous avoir la respiration coupée à se dire mais est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va survivre? Ça devait être horrible parce que là, il devait avoir une sacrée respiration quand même pour retenir autant sa respiration. On disait que c'était un athlète, je pense qu'il a dû beaucoup s'entraîner pour travailler son souffle. Ça paraît indispensable pour réaliser un tour comme celui-ci. Mais est-ce qu'on sait comment il faisait tous ces tours? Alors, par rapport à la camisole de force, par exemple, il me semble qu'il avait une épingle cachée dans la bouche et qu'il réussissait à l'attraper, à se défaire comme ça. Et après, il défaisait les chaînes. Enfin, c'était toute une histoire. D'ailleurs, il y a eu un film qui est sorti sur la vie d'Houdini. Ça doit remonter peut-être à 2010, une histoire comme ça, avec l'acteur australien Guy Pearce, qui est un acteur fabuleux, et avec Catherine Zeta-Jones. C'est un film dont on n'a pas beaucoup parlé, je ne sais même pas s'il est sorti en France, moi je l'avais vu en VO, et ça raconte sa vie, ça montre certains de ses exploits, ça raconte sa mort aussi. Par contre, ça ne s'intéresse pas du tout à ce dont on va parler ce soir, mais c'est assez intéressant pour voir l'homme de spectacle. Parce que Houdini, c'est ça, c'est un homme de spectacle, c'est de la magie de spectacle, une magie qui fait rêver, mais c'est aussi une magie qui le confronte au quotidien à sa mortalité et qui le pousse à défier la grande faucheuse. C'est d'ailleurs cette réputation de trompe-la-mort qui fait qu'il est encore si connu de nos jours. On se dit Houdini, c'était un maître de l'évasion, c'était un casse-cou, c'était un homme sans peur. Mais c'est aussi un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Ce qui est intéressant comme anecdote, c'est que Houdini a rencontré Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, parce que chacun étudiait de son côté la médium française Eva Carrière. Et Conan Doyle, lui, était persuadé que Houdini avait de véritables dons. Pour lui, c'était pas de la magie de spectacle, c'était pas de l'illusion, c'était quelqu'un qui avait de vrais pouvoirs et qui faisait semblant d'être illusionniste. Ah oui, quand même, Conan Doyle, il croyait qu'il faisait semblant. Conan Doyle, c'était
Non, Incroyable. il croyait qu'il avait des Oui, pouvoirs il et croyait qu'il qu'il faisait vous semblant semblait de pas en d'être avoir. illusionniste. Oui, Du c'est coup. ça. C'est dingue, c'est étrange d'avoir une telle foi en un homme Eh ben, c'est dingue. Conan Doyle, il était extrêmement croyant dans tout ce qui est magie et médiumnité, comme on va le voir. Et à l'opposé, Houdini, lui, en gros, il y croyait pas aux médiums, mais il se disait prêt à croire en leur pouvoir si un jour il rencontrait quelqu'un qui se montrait à la hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, dans les années 1890, il n'avait pas trop encore de carrière. Mais il a lui-même utilisé le procédé des tables tournoyantes. Et grâce à ses talents de prestidigitateur, il va comprendre le fonctionnement d'un peu tout ce que les médiums utilisent comme artifice. Et il va lui-même se faire passer pour un médium. Il va faire un spectacle de De médiumnité médiumnité. en utilisant des trucs et astuces de prestidigitateur. Ce qui fait que dès le départ, il a ce regard du spécialiste un peu biaisé qui lui fait dire ce sont des escrocs puisque je sais exactement comment Mais ils font. lui-même devient un escroc de ce fait. Ah ben pour le coup, quand il commence à se faire passer pour un médium, oui, Oui, c'est là un oui, charlatan. c'est un charlatan. Alors que pour par la suite, quand il va se présenter comme un le magicien, là non, là on est dans une autre démarche. on est dans une autre démarche. En 1913, il va y avoir un tournant dans sa vie. Et ce tournant, c'est que sa maman décède. Il était extrêmement attaché à sa mère, Houdini. Donc il va consulter plusieurs médiums parce qu'il veut la contacter. Il espère désespérément rencontrer un qui aura de vrais pouvoirs de médiumnité et qui lui permettra de communiquer avec sa mère décédée. Et il dit, je suis prêt à y croire. Si vraiment j'en vois un qui me prouve qu'il est bien en contact avec ma mère, ça me fera changer d'opinion et je serai prêt à croire que les médiums peuvent avoir de véritables pouvoirs. Sauf que malheureusement, tous ceux qu'il va rencontrer se révèlent être des escrocs. Et il le sait parce qu'encore une fois, il comprend facilement les méthodes utilisées, des méthodes que lui-même connaît et a déjà utilisées par le passé. Et d'ailleurs, il est facilement capable de reproduire tout ce que les médiums lui montrent. Et par rapport à Conan Doyle, ça va être un sujet de brouille. Parce que dans un premier temps, ils s'apprécient beaucoup, même s'ils ont des points de vue opposés, même si Houdini est sceptique et Conan Doyle est croyant. Ils ont une correspondance qui est régulière, ils échangent sur des situations, ils confrontent leurs points de vue de façon plutôt apaisée, jusqu'au jour où Houdini va chez le couple Conan Doyle. Il est invité et Conan Doyle lui dit « Eh ben, ma femme est une vraie médium et elle va vous communiquer un message de votre mère. » Donc Houdini se prête au jeu, il participe à une séance. Et donc l'épouse de Conan Doyle, elle va utiliser le processus de l'écriture automatique et va transmettre un message de la mère d'Houdini. Sauf que c'est un message en anglais qui mentionne un signe de croix et que la mère de Houdini ne parlait pas un mot d'anglais. Et surtout, elle n'était pas du tout chrétienne puisque, comme on l'a vu, la famille est juive orthodoxe, le père est rabbin et la mère est donc très pratiquante, elle n'est pas du tout chrétienne. Donc l'anglais, le signe de croix, c'est des indicateurs qui ne trompent pas. L'épouse de Conan Doyle n'a pas pu délivrer ce message de la part de la mère de Houdini. Et Houdini qui lui... Après l'épouse de Conan Doyle, elle parlait anglais, sûrement. Donc bon, il y a peut-être eu un traducteur de l'au-delà. Ah, peut-être. C'est entre le hongrois et l'anglais. Mais qu'il soit question d'une traduction comme ça, les esprits qui parlent plusieurs langues ou pas, ce qui en ressort, c'est que Houdini, il est irrité. Il a l'impression qu'on s'est un peu foutu de lui. Donc il se fâche avec Conan Doyle. Alors, lui, il va être un peu... il va adopter une façade agacée, mais il se fâche pas encore. C'est plus Conan Doyle qui va se vexer et qui va envoyer un courrier à Houdini en disant « Vous ne respectez pas les dons de mon épouse, vous l'avez tourné en ridicule. » Il est gonflé. Bah, il est vexé. Il est vexé, mais il est quand même un peu gonflé. Il est vexé et Houdini de son côté... Il aurait côté, dû se renseigner sur la mère d'Houdini, au moins il n'aurait pas fait d'impair. Mais peut-être qu'il n'avait pas l'intention de le tromper. Mais Houdini de son côté, c'est vraiment la goutte d'eau. Il se dit non seulement
les médiums sont des escrocs, mais en plus ils ont essayé de m'arnaquer, alors que moi tout ce que je demandais, c'était d'être en lien avec ma mère à laquelle je suis très attaché. Et on a notre fameuse motivation personnelle dont on parlait un petit peu plus tôt, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va se donner pour mission de démasquer les médiums. Il n'a pas fait son complexe d'Oedipe. Il y a une forme de vengeance, vous m'avez trompé, et en même temps, je pense qu'il y a aussi cet aspect que tu exprimais un peu plus tôt, où il ne veut pas que d'autres gens soient trahis comme lui l'a été par les médiums. Et donc, méthodiquement, il va s'en prendre à eux, les uns après les autres. Ah oui, quand même. Il fait une liste comme les personnes à abattre. Mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cette idée. Il va y aller, il va les démasquer, il va s'en prendre au plus de médiums possible. Et alors pour quelqu'un qui a connu la gloire en tant que magicien de spectacle, qui est très respecté dans son domaine, il va même aller jusqu'à déclarer que c'est pas comme ça qu'il veut que le public se rappelle de lui. Il ne veut pas qu'on pense à lui en tant que magicien, en tant qu'homme de spectacle. Mais en tant que démystificateur. C'est ça. Parce qu'il pense que sa plus grande contribution à l'humanité, ce sera de prouver que les médiums sont des escrocs. Et oui, c'est sa bataille. Il est plus que vexé là, après l'histoire de Conan Doyle. Il est hyper vexé, je dirais. Non mais là, je pense que l'histoire de Conan Doyle, ça l'a vexé, mais c'est plus que ça a confirmé ce qu'il pensait déjà, à savoir, il n'y a pas de véritable médium. S'il avait rencontré Aylan, il aurait eu un doute. Peut-être. Mais il ne l'a pas rencontré. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a cette motivation personnelle de dire non, ce sont des escrocs, ils m'ont trompé, ils ne vont pas s'en sortir comme ça, et ils ne prendront pas d'autres personnes au piège. Alors là, on est quand même sur quelque chose d'altruiste. Il y a les deux notions. Il y a les deux notions. Il y a la notion de vengeance, un peu quand même. Oui, complètement. Et un peu d'altruisme quand même. Oui, je pense. Je pense aussi. Il y avait une vraie préoccupation pour son prochain là-dedans, mais aussi une histoire d'ego. Et en 1923, il va par exemple démontrer que Georges Valiantine utilisait des câbles électriques pour donner l'illusion qu'une trompette flottait lors des séances. Un autre médium, Nino Pecoraro, n'a réussi à produire aucun des phénomènes étranges pour lesquels il était connu, après que Houdini les ligotait avant une séance. Alors il y va pas avec le dos de la cuillère. Ah oui, il y va pas avec le dos de la cuillère. Là, Non. il ligote les gens carrément. D'ailleurs, on trouve des photos de Houdini face à certains médiums où il est en train de leur tenir les mains sous la table, où il a son pied contre leur tibia, il les immobilise, etc. Et on voit dans son regard, et pourtant c'est des photos anciennes, hein, mais je trouve qu'il a un regard perçant, déterminé, et où on sent qu'il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout, il est jusqu'au boutiste. C'est pas comme Shen Ming-su ou Masculine où il y a une question de rivalité, où ils n'ont pas... De motivation personnelle, où ils sont pas là pour se venger, où c'est juste le business. Lui, il veut prouver quelque chose. C'est très important pour lui. Il veut prouver le charlatanisme des médiums. Il veut les abattre. Il veut les Pour abattre, lui, par un, et il faut qu'il les tombe. Les médiums, c'est les la personnes cible. à C'est la atteindre. cible à atteindre. Exactement. Et donc, il a notamment ciblé des photographes spirituels comme Alexander Martin, dont les photos étaient censées représenter des fantômes que l'œil nu ne pouvait pas voir. Donc Houdini, il s'assoit pour prendre une photo, et il se montre sceptique quand la photo de Martin comprenait une apparition surprise, celle de Theodore Roosevelt, qui était décédé 4 ans plus tôt. Houdini, ce qu'il nous dit, c'est cette photo, elle a fait l'objet d'une double exposition. Alors la double exposition, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui consiste à prendre deux photos différentes, mais à les avoir sur une seule image par surimpression. C'est un procédé qui date quasiment des débuts de la photographie. Et d'ailleurs, il a été prouvé qu'effectivement certains médiums l'utilisaient pour montrer des photos d'esprit. Et pour donner un aperçu plus clair de ce à quoi ça ressemble, on peut donner l'exemple du générique de la série True Detective, par exemple, dans laquelle on voit la silhouette d'un visage, et à l'intérieur de cette silhouette, on va voir d'autres images qui sont en mouvement. C'est ça, cette double exposition, cette forme de surimpression. Donc là, la photo, ça serait une photo sur une photo. Oui, c'est un peu ça, C'est un peu ça. sur une seule image. Sur une seule image. Et donc, au fur et à mesure, Houdini,
il s'énerve de plus en plus. Il y a une escalade dans son combat contre les médiums. Mais pourquoi il s'énerve comme ça? Ben, je crois qu'on l'a déjà expliqué. Oui, mais là, il va très... Tu dis qu'il y a une escalade, donc... Parce qu'il ne doit pas se sentir entendu dans son combat. Il y a un public qui est très en demande de ce genre de phénomène, qui y croit ou qui, à minima, comme on l'a dit un peu plus tôt, a envie d'y croire, et ça le met hors de lui. Au point que quelques mois avant sa mort, il va témoigner devant le Congrès en faveur d'une législation qui aurait criminalisé la divination contre rémunération et, entre guillemets, toute personne prétendant unir les séparés. Ça, c'est dans le district de Columbia qui va à cette audience. Il va quand même vachement loin, je trouve, quand même, pour aller jusqu'au Congrès et demander quand même, quelque part, de punir les personnes qui se prétendent médiums. Parce que pour lui, c'est une forme de délit. On abuse de la confiance des gens contre rémunération. Mais ça peut quand même, ça va quand même loin. C'est le seul à avoir fait cette démarche. Alors, sur cet aspect-là, on peut établir un parallèle, par contre, avec Chong Ling-soo, qui lui avait écrit un bouquin pour démasquer les médiums, où c'est une démarche un peu générale, où il s'en prend pas à une personne en particulier, mais contre la profession. Et là, Houdini, il sort un peu de son combat individuel, où il allait lancer des duels aux uns après les autres, et il s'attaque à toute la profession en faisant ça. C'est vraiment le combat de sa vie, on a l'impression. C'est le combat de sa vie. Les audiences du Congrès, qui donc ont eu lieu en 1926, sont décrites par le Washington Post comme étant tumultueuses. Et c'est vraiment le point culminant de sa croisade. Dès le début, il expose clairement son cas. Cette chose qu'on appelle le spiritisme, dans laquelle un médium communique avec les morts, est une fraude du début à la fin, dit-il. Dans son témoignage, Houdini fait preuve des compétences d'un showman. Il offre à la salle une démonstration époustouflante des astuces employées par les médiums. Et il dira « Il faut un arnaqueur pour attraper un arnaqueur ». Et il n'a pas tort. C'est une belle maxime. Hein. Et c'est ce qu'il va déclarer au Los Angeles Times, parce qu'il y a beaucoup de documents d'archives qui évoquent cette période. Il va citer à cette occasion ses premières années de faux médium, quand il s'était essayé à la fausse communication spirituelle en disant « Si je l'ai fait, d'autres le font aussi ». Il a mis l'extrémité évasée d'une longue trompette spirituelle à l'oreille d'un membre du Congrès et murmuré dans le tube pour illustrer comment les médiums réussissent à convaincre les invités d'une séance que les esprits sont cachés dans l'obscurité. Il va aussi montrer aux législateurs comment les messages de l'au-delà qui apparaissent mystérieusement sur les ardoises spirituelles pouvaient être préparés à l'avance, cachés à la vue et révélés plus tard, le tout par un tour de passe-passe. Il va vraiment leur montrer clairement, sous leurs yeux, voilà comment ça fonctionne, et vous voyez bien que ce n'est rien de plus que de la magie déguisée. Pour Houdini, qui était un homme qui avait fait carrière de tromper le public grâce à des illusions habiles et innovantes, les médiums transgressaient à la fois l'éthique et le talent artistique de son métier. Il rejetait les affirmations des autres selon lesquelles il possédait lui-même des pouvoirs surnaturels, préférant l'étiquette d'artiste du mystérieux. Il se moquait de ceux qui prétendaient avoir des dons psychiques, mais qui exécutaient leur tour dans l'obscurité, ou, comme une insulte supplémentaire à sa profession, il n'est pas nécessaire que le médium soit même un prestidigitateur intelligent. Oui, il a vraiment du mépris pour eux. Oui, il est très méprisant, je trouve. Oui, il les déteste. Quand on dit que c'est personnel, ça n'est pas exagéré. Il est vraiment très remonté et on sent dans ses propos qu'il leur en veut et qu'il faut qu'il les dégomme. Et quand on va entendre les chiffres, qui sont des estimations de Houdini lui-même, il apparaît que sur une période de 35 ans, il aurait enquêté sur des centaines de personnes. Donc oui, ça démontre une véritable obsession. Mais et en parallèle, il faisait ses propres tours de magie. Alors, quand même. Sur la fin de sa vie, beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'il se consacrait presque exclusivement à cette chasse aux médiums. Et c'est ce que tu disais, il voulait être reconnu pour être démystificateur et moins magicien. C'est quand même... Parce qu'il pensait qu'il apportait une contribution à la société en faisant ça. C'est quand même fou cette obsession. C'était un combat noble pour lui. Non mais intéressant. À la même période, le Scientific American, qui capitalise sur l'intérêt suscité par les tournées des conférences de Conan Doyle sur le sujet de la médiumnité,
parce qu'on voit que Conan Doyle lui aussi reste obsédé par les médiumnités, Mais de sur l'autre d'autres côté. versants. Et donc le Scientific American offre un prix de 2500$ à quiconque sera capable de produire dans des conditions de test réels, entre guillemets, une manifestation psychique objective sur le plan physique. Et 2500$ à cette époque, c'était C'est énorme. une sacrée somme. C'est énorme. Et Houdini est invité à siéger au comité d'enquête. C'est dans ce contexte qu'il va rencontrer Mina Crandon, qui est surnommée la sorcière de Lime Street. Crandon était mariée à un éminent chirurgien et attirait l'élite de Boston à ses performances, canalisant la voix de son frère décédé et révélant même ses empreintes digitales d'outre-tombe, tout en faisant léviter des tables et en produisant de l'ectoplasme de sa bouche et entre ses jambes, souvent alors qu'elle était nue. C'est coquin, hein? Oui, parce qu'à cette époque, il y avait ce côté très spectaculaire de la médiumnité, Là, très pour adultes, très Là, grande guignol. c'est digne d'un film érotique, presque. Mais il y avait beaucoup de médiums qui faisaient sortir des ectoplasmes comme ça de différents orifices. D'accord. C'était le cas de Eva Carrière, qu'on mentionnait un petit peu plus tôt, qui est le fameux dossier qui a permis à Conan Doyle et Houdini de se rencontrer. Ils enquêtaient tous les deux sur cette histoire de Eva Carrière, qui faisait sortir des ectoplasmes de partout. Et c'était donc le cas également de Madame Crandon. Quand elle s'est présentée au comité du Scientific American, les gens étaient divisés. Certains membres l'accusaient d'avoir conspiré avec d'autres membres du comité, en disant mais elle les a séduits, voire ils ont consommé. Là, tu veux dire que certains membres du comité ont couché avec Madame Crandon? Alors ça, on ne sait pas, mais il y Non, mais en tout a cas, certains il y a- membres qui accusaient leurs collègues d'avoir eu des rapports avec Madame Crandon ou pour aller... à minima de s'être laissé séduire. D'accord. Et Houdini, de son côté, il se donne pour mission de la démasquer. Il va publier un pamphlet complet qui va détailler toutes les astuces qu'elle utilise, il va décrire toutes les étapes précisément une par une, et il va même produire des photos où il reproduit les tours, donc il va quand même loin. Et d'ailleurs, s'il ne s'arrête pas là, puisque les tours en question, il va les utiliser. Tu posais la question, est-ce qu'il il se produisait encore en spectacle? Oui, il va se produire en spectacle et reproduire certains des tours de Mina Crandon. Dans ces spectacles. Oui. Et grâce ou à cause de son implication, elle ne remportera pas le prix du Scientific American. Pour autant, sa renommée ne va faire que croître. Et son cas a beaucoup divisé un autre groupe de chercheurs, puisqu'il y a eu d'autres enquêtes derrière. Houdini, quant à lui, est resté pragmatique et direct jusqu'au bout, déclarant à un intervieweur du Christian Register en 1925 « Dites aux gens que tout ce que j'essaye de faire, c'est de les empêcher d'être trompés dans leur chagrin, et de les persuader de laisser le spiritisme tranquille et d'adopter une véritable religion. » Et je trouve que cette déclaration, elle résume parfaitement son combat et le côté altruiste. Il ne veut pas que les gens soient trompés. Il estime que s'ils ont besoin de trouver du réconfort dans leur deuil, il faut se tourner vers la religion. Auprès d'une véritable religion. Parce que le spiritisme est souvent décrit comme une forme de religion. Mais pour lui, ce n'est rien de plus qu'une escroquerie. C'est du charlatanisme. Malheureusement pour lui, l'année suivante, il va mourir le jour d'Halloween. C'est quand même étrange. Ouais. C'est le étonnant. Jour des morts. Et puis tout est étonnant dans sa mort. Officiellement, il est décédé d'une rupture d'appendice à l'âge de 52 ans. Pourquoi officiellement? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que après ces spectacles, il avait pour habitude de dire je suis invincible, vous pouvez venir m'envoyer un coup de poing dans l'estomac, ça ne me fera rien du tout. Et donc toute sa vie, il s'est pris des coups de poing dans l'estomac de membres de l'audience. Et quelques jours avant sa mort, alors qu'il ne s'y attendait pas, il finissait un spectacle, et un homme est arrivé et sans le prévenir lui a envoyé un grand coup de poing dans le ventre. Il avait déjà des soucis de santé à ce moment-là, mais il a été terrassé par ce coup de poing. Il en a ressenti des conséquences plusieurs heures après, il a craché du sang, etc. Et donc la légende dit que ce serait ce coup de poing qui serait à l'origine de son décès et qui aurait causé la fameuse rupture d'appendice. Ça ne serait pas un phénomène purement naturel, ce serait lié à ce coup de poing. Les scientifiques sont divisés sur cette question, il y en a qui disent non, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas fait d'autopsie? Il y a certainement eu une autopsie, mais c'était difficile de dire
si le coup de poing était la cause du décès, puisque c'est quand même intervenu, le décès est intervenu quelques jours après. Quelques jours après. On peut se poser la question, et d'ailleurs dans le film que j'évoquais un petit peu plus tôt, si je me rappelle bien, on voit le fameux coup de poing. On voit le fameux coup de poing. Donc ça fait partie quand même de la légende d'Houdini. Ça fait partie de la légende, et c'est suffisamment véhiculé pour qu'on puisse se poser la question. Mais est-ce qu'un coup de poing est assez fort pour rompre un appendice? Ben après, s'il était déjà en mauvaise effectivement. santé, ça peut... Il avait peut-être une crise d'appendicite sans le savoir. Ça n'aurait fait que renforcer. Ça n'aurait fait qu'aggraver les choses. Mais il était jeune, il avait quel âge? 52 ans. 52 ans. Il n'a pas vécu très longtemps. Non. Mais toujours dans le combat. Mais suffisamment longtemps pour qu'on se rappelle de lui encore aujourd'hui. Mais on se rappelle de lui essentiellement pour ses tours de magie. Mais pas pour ce côté-là. C'est quand même étrange que... parce que ce côté-là, pour ma part, je ne le connaissais pas avant d'étudier les dossiers. Oui, moi non plus. Mais c'est quand même étrange que l'histoire ne retient qu'un pan de son histoire, qu'un pan de son caractère, je vais dire, le caractère magicien, et qu'on ne retienne pas le caractère démystificateur, alors que c'était quand même le combat de sa vie. Parce que ça fait moins rêver de démystifier que de mystifier. On en revient un peu à ce qu'on disait oui, plus tôt. Les gens ont envie de croire. Peut-être. Mais c'est dommage que dans les films qui sont sur Houdini, parce que je pense qu'il y a différents films, hein, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul film sur le roi de la magie, mais c'est étonnant que ça ne soit pas abordé, mais même au moins un tout petit peu, parce qu'il a quand même passé, et lui voulait en plus être connu pour ce côté démystificateur et pas ce côté magicien. Ben, c'est un peu tronqué, c'est un peu tronqué le personnage. Oui, mais je reste persuadé que c'est par rapport à cette histoire de croyance, de la même manière que quand tu regardes les époux Warren, maintenant on a déjà plusieurs films sur eux, et on ne montre que le fait qu'il y a des phénomènes extraordinaires. Et qu'ils arrivent à résoudre tout comme des super-héros. Et il n'y a pas eu de contre-exemple de film où on nous montrerait que finalement c'est eux qui affabulaient ou qui s'imaginaient des choses. Surtout que pour revenir aux époux Warren, dans le cas d'Enfield, ils ont vraiment pas passé autant de temps que dans le film. Ils sont venus, ils sont repartis comme s'ils étaient jamais venus. Hein. Ouais. S'ils sont restés 2 jours, c'est bien. Donc il y a cet aspect romancé, c'est un peu sur un tout autre exemple. Pour les gens qui sont fans de cinéma asiatique, il y a plusieurs figures qui ont été pas mal connues dans le cinéma asiatique, comme Wong Fei-Hung par exemple. Il y a eu des centaines de films sur le personnage de Wong Fei-Hung. Il a été interprété par Jackie Chan, par Jet Li, et dans les films, il vit des aventures extraordinaires. Il avait des capacités martiales de fou. Et quand tu t'intéresses à sa véritable histoire, il a eu un rôle dans l'histoire politique chinoise, etc. Mais même pas le quart de tout ce qui existe dans les films. Et plus récemment, l'exemple des films Ip Man avec Donnie Yen. Ip Man qui était un des enseignants de Bruce Lee, qui lui avait appris la technique du Wing Chun. Et dans les films, il a une vie incroyable, où il a lutté contre l'armée japonaise, il a des exploits de fou, il s'est battu contre Mike Tyson. Et dans la réalité, sa vie était sans doute moins événementielle, mais quand tu vois les films, tu as envie d'y croire. Tu te dis, oui, il y a des personnages hors du commun qui vivent des choses incroyables. Même si tu sais que c'est romancé, que c'est exagéré, tu as envie que ce soit vrai. Mais je comprends Houdini qui a pu être vexé, mais alors vexé, je sais même pas si c'est le bon mot, mais être trompé, je comprends aussi ce combat, parce que si tu es attaché à une personne et qu'on essaie de te tromper parce que tu l'as perdu, et ça doit amplifier le chagrin, on utilise ton chagrin pour se faire du fric, je pense qu'on peut avoir des réactions, alors je dis disproportionnées, parce que de là à s'attaquer à tous les médiums, ça fait quand même un peu beaucoup, mais je comprends sa démarche, et moi je la trouve un peu excessive, parce que je pense qu'il a perdu énormément d'énergie. Il aurait pu mettre son énergie ailleurs, mais je comprends son combat aussi pour peut-être, tu vois, je le vois comme un peu un protecteur du public qui a envie de dire oui, faites attention quand même, vous allez vous faire arnaquer. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une évolution aussi dans sa motivation, qui commence par on m'a trompé alors que tout ce que je voulais c'était parler à ma mère une dernière fois, et qui se mue en quelque chose de plus altruiste, de tourner vers les autres. Il ne faut pas que d'autres personnes soient trompées.
Tu sais, c'est un peu comme Batman. Oui, c'est ça. Batman, ça commence où on m'a pris mes parents, je vais lutter contre le crime, tous les criminels vont me payer. Et ça se transforme au fur et à mesure en quelque chose de plus altruiste, où il va vouloir empêcher que d'autres personnes soient frappées par la tragédie comme lui l'a été. C'est un peu Et notre il va Batman se à montrer- nous, Houdini. Il va se montrer plus protecteur envers les autres. Et oui, il y a un parallèle. Houdini, c'est le Batman du buffet froid. Exactement. Et moi, je vais te parler d'un autre monsieur qui, on peut dire qu'il y a des similitudes avec monsieur Houdini. Alors je me permets de dire monsieur Houdini parce que j'aime bien, je suis très, très consensuel. Et ce monsieur, c'était l'ennemi numéro un des plieurs de cuillères, des télépathes. Il les a défiés toute sa vie. Et comment s'appelait ce monsieur? Il s'appelait James Randi. Il était un démystificateur de renom outre-Atlantique. Il est décédé à l'âge de 92 ans en 2020. Donc, oui, c'est récent. C'est assez récent. Il était connu sous le nom de The Amazing Randy, comme The Amazing Spider-Man. Ça fait un nom de magicien, ça. Oui. Et une grande partie de sa vie, et il a été illusionniste. Il a débuté comme magicien. Il a été artiste de l'évasion, donc un peu comme notre cher monsieur Houdini. Parallèle. Et il s'est évadé de cellules, de prison, de coffre-fort, dans des conditions pour le moins délicates. Encore une fois, comme notre cher monsieur Houdini. Mais son nom est moins connu. Son nom est moins connu, en tout cas en France. Parce que soi-disant, il est quand même très connu outre-Atlantique. En 1972, dans un épisode de Tonight Show, il aide le présentateur Johnny Carson a préparé l'arrivée de Larry Geller, un Israélien qui prétend être doué du don de psychokinésie et de tordre les cuillères donc par son esprit. Et Uri Geller, il était extrêmement célèbre à l'époque, à tel point qu'il fait même une apparition dans un épisode de la BD d'Ardeville. D'accord, et bien Randy va s'occuper de son cas. Randy veille à ce que les cuillères et autres accessoires ne tombent pas entre les mains de Uri Geller jusqu'à ce qu'il passe à l'antenne. S'en suivront 22 minutes de pur labeur pour Uri, sans aucun résultat. Il n'arrive à rien, il n'arrive pas même pas tordre la dame d'une fourchette. Ah, j'imagine le gars là face à ses couverts en train de se tordre. En train de se tordre avec la sueur, la goutte de sueur qui coule le long de sa tempe et rien du tout. Ah, ça devait être gênant. À 60 ans, Randy décide de se retirer du monde de la magie et fonde la commission d'enquête sur le scepticisme, soit la CSI, Commission for Skeptical Inquiry. Je voulais le dire en anglais, ça me faisait plaisir. C'est bien, t'as eu raison. C'est une réponse à l'intérêt croissant du paranormal dans les années 1970 aux USA, parce qu'il y a eu un rebond pour le paranormal dans les années 70. Mais plus en versant sur les dons psychiques, comme Oui, ça, que sur la communication exactement, avec les esprits. c'est exactement ça. Le cas le plus célèbre de démystification est celui du télé-évangéliste Peter Popoff, car il faisait des sermons extra-lucides, entre guillemets, et des guérisons soi-disant surnaturelles. Il disait que Dieu lui soufflait des informations sur les membres du public. Randy a quand même prouvé que c'était la femme du prédicateur qui lui soufflait des renseignements dans une oreillette, hein, et qu'elle trouvait ça avec des moyens assez légers. Mais ça, les téléévangélistes et prédicateurs, c'est quelque chose qui est encore très prisé aux États-Unis, qui existe beaucoup. Et je trouve que c'est des gens qui sont assez dangereux. Parce que souvent, il y a une forme de manipulation. Ils utilisent vraiment la religion à des fins détournées pour leur propre profit. Et ils jouent avec les émotions des gens. Ce qui est ce que reprochait Houdini au médium. Ce côté manipulation émotionnelle. Et c'est effectivement très dérangeant. C'est très dérangeant et c'est afin, comme tu le dis très justement, c'est surtout afin très personnel pour s'enrichir sur le compte des gens qui croient et qui ont sûrement des envies de croire en tout ce que dit quelqu'un à la télé. Il y a des prédicateurs qui sont très connus et qui ont des chaînes de télé carrément. Mais oui, c'est ça. C'est quand même assez inquiétant. Et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant. Oui, c'était un bon exemple. C'était un bon exemple, un peu plus contemporain de démystificateur.
Et ce qui est chouette, c'est que tous ces exemples sont plutôt différents les uns des autres dans les explications pour lesquelles ils vont essayer de démystifier. Donc là, on vous a donné un certain nombre d'exemples concrets, et on va quand même vous donner un petit peu de théorie, parce qu'on a réfléchi à une hypothèse qu'on va vous développer au fur et à mesure. Cette hypothèse, elle est née à la lecture de plusieurs documents, et notamment la thèse de master d'un étudiant de l'Université du Michigan, Daniel Bolin, The American Phantasmagoria, The Rise of Spiritualism in 19th Centuries America. Oh, tu m'énerves avec ton accent parfait américain. Non, il n'est pas. En réalité, ça m'agace. En réalité, mon accent, il est assez lamentable. Écoutez, ça m'agace. Arrête. Si tu fais écouter mon accent à quelqu'un qui est bilingue ou à un Américain, il va me rire au nez. Et donc, je préfère éviter cette situation gênante étant quelqu'un de très sensible. Bon, et pour en revenir à cette thèse, j'ai lu sa thèse, et j'ai trouvé, d'ailleurs on la trouve facilement sur internet, on peut la télécharger complète, hein. Et ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il explore l'existence de la médiumnité et du spiritisme sous le prisme du genre. Le genre, entendons par là, féminin et masculin. Et bon, aujourd'hui, il y a aussi le genre non-binaire, mais pour le coup, on va s'arrêter au féminin, au masculin dans la lecture de cette thèse. Cette vision, elle peut être mise en corrélation avec les motivations de certains démystificateurs, comme on va le voir un petit peu plus tard. Dans un premier temps, Bolin nous rappelle que la grande popularité du spiritisme au XIXe siècle est à mettre en lien avec le réconfort que le mouvement pouvait apporter aux personnes endeuillées. Il ajoute que l'Église de l'époque avait une place prépondérante, mais qu'elle n'était plus capable de prendre en compte les besoins de l'individu. En gros, quand quelqu'un était endeuillé, en particulier une femme, et qu'elle allait voir l'Église en disant mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que vous êtes sûr que mon enfant va au paradis? Est-ce que j'ai été une bonne mère? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser dans des circonstances dramatiques comme ça, l'Église lui répondait mon enfant, si vous ne croyez pas au paradis, je ne peux rien faire pour vous, maintenant rentrez chez vous. Et il n'y avait pas du tout de compassion. Il n'y avait pas d'empathie. Pas d'empathie, pas d'accompagnement de la douleur du deuil, pas de réponse réelle, c'était des réponses toutes faites. Il fallait croire au paradis. Allez lire la Bible, les grandes écritures vous disent tout. C'était vraiment des réponses toutes faites. Oui, comme quand tu es au téléphone avec un opérateur internet et que tu dis ma box ne fonctionne pas, je l'ai déjà débranché. Vous redébranchez, monsieur. Débranché. Oui, c'est ça, des réponses qui ne prennent pas en compte la réalité de la situation. Et donc les gens ne s'y retrouvaient plus, ne se sentaient pas écoutés, avaient le sentiment que la religion ne pouvait pas leur apporter le réconfort dont ils avaient besoin. C'est un peu ce qui explique que beaucoup d'hommes et de femmes vont se tourner vers le spiritisme. Mais les raisons des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Le rôle des femmes à l'époque, il était défini de façon très précise. Elles devaient s'occuper du foyer, donc on entend par là faire le ménage, les courses, cuisiner, et leur monde tournait autour de leur occupation de leurs enfants et de leur mari. C'était un peu plus des servantes que des êtres humains à part entière. Les droits des femmes étaient encore très minimes, voire inexistants. Donc c'était une vie domestique de docilité et de servitude finalement. Aucune place ne leur était offerte en dehors de leur logis, leur voix n'était pas entendue, elles ne participaient pas aux décisions concernant la communauté, bref, c'était pas une vie très enviable. Et l'Église orthodoxe qui était prépondérante sur le continent américain à l'époque, n'est pas du tout un facteur de libération pour les femmes, puisque comme la société de l'époque, elle les ignore dès lors qu'il ne s'agit pas de tâches ménagères. Or, les esprits, et les esprits donc des revenants, semblent apprécier l'amour maternel, ce qui expliquerait pourquoi ils choisissent bien souvent des femmes pour communiquer. Oui, parce qu'au fond, quand on regarde les documents de l'époque, on se rend compte que parmi les médiums, mais les médiums sérieux, entre guillemets, la majorité étaient les femmes. Et ça n'est pas anodin, mine de rien. En somme, on a une église orthodoxe qui est fermée, qui est obtuse, qui ne répond pas aux questions des mères endeuillées et qui au contraire les repousse. Et à l'opposé, on a le spiritisme qui est accessible, qui est réconfortant et qui permet de sortir de la prison de la domesticité. Quand une femme questionne la bienveillance d'un Dieu qui laisse ses enfants en bas âge mourir, l'Église orthodoxe lui répond de se taire.
Quand elle pose la question à ceux qui croient dans le spiritisme, on lui répond qu'elle a encore la possibilité de parler aux disparus qui lui sont chers. Donc si on pèse le pour et le choix contre, est vite fait. bah oui, on comprend qu'elle se tourne vers le spiritisme. Et en outre, les femmes médiums acquéraient une place de pouvoir dans leur communauté, parce qu'elles étaient celles qui facilitaient la communication avec les esprits. Donc elles n'étaient plus juste une mère ou une épouse, elles étaient des médiums. Des médiums. Et elles gagnaient quelque chose en plus à travers ça. Les gens respectaient leurs dons, ils faisaient appel à elles lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Elles n'étaient plus de simples servantes de leur maison, elles étaient des personnes à part entière qui pouvaient trouver un but en dehors de leur logis, une raison d'entrer en phase avec leurs interrogations sur la réalité morose dans laquelle elles vivaient. Mieux encore, la publication de périodiques, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc il y avait des magazines dans lesquels elles pouvaient communiquer entre elles. Des magazines en papier? Ouais. Waouh! Elles posaient leurs questions et elles se répondaient entre elles, ça leur permettait de créer du lien avec des gens qui n'habitaient pas près de chez elles. Et donc elles se rendaient compte qu'il y avait un monde en dehors de leur communauté. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait avancer le droit des femmes, mine de rien. Leurs besoins individuels étaient entendus et elles découvraient qu'en plus, elles n'étaient pas seules face à leurs difficultés, que d'autres traversaient des épreuves similaires et partageaient leurs angoisses et leurs doutes. Le spiritisme a créé pour toutes ces femmes un sentiment d'unité. Et donc, il n'est pas étonnant de voir qu'il a pu contribuer à la lutte pour le droit des femmes, entre autres. En comparaison, les hommes qui, eux, n'étaient pas confinés à une telle vie, pouvaient aller à l'extérieur pour leur travail. Ils quittaient la maison, ils avaient accès à l'éducation, ils jouissaient de droits politiques et religieux qui n'étaient pas accessibles aux femmes. Par conséquent, la signification de la communication spirituelle pour les hommes avait un attrait différent. Ça n'était pas juste trouver une place dans la société et sortir de chez soi, c'était plutôt le progrès scientifique que représentaient les communications et qui leur fournissait la preuve empirique d'une vérité religieuse. Ils se disaient, puisque les séances avec les médiums nous permettent d'observer qu'il y a une véritable communication avec les esprits, on peut se retrouver dans cette religion parce qu'on a des preuves de ce que c'est, ce qui n'est pas le cas des autres religions. Si les médiums peuvent communiquer avec les morts, c'est ça, c'est la preuve que le spiritisme est possible, alors que l'Église orthodoxe, il n'y a pas de preuve au final. Du moins, il n'y a pas de preuve objectivement observable. Au final, l'attrait pour le spiritisme au XIXe siècle montre que l'individu qui a le sentiment que la religion ne prend pas en compte ses besoins individuels finira par se tourner vers une autre forme de croyance. Et que donc, en tant que croyant, on a besoin de se sentir écouté par la religion dans laquelle on s'inscrit. Oui, donc, si je comprends bien, les femmes étaient plus enclines à aller vers le spiritisme parce qu'elles étaient repoussées par la religion, en fait. C'est le sentiment qui semblait prévaloir à ce moment-là. Et elles avaient non seulement le sentiment que dans le spiritisme on les écoutait, mais en plus elles étaient respectées. Et elles avaient un rôle aussi, autre que ce qu'elles faisaient là, d'être confinées dans leur maison et de s'occuper du ménage, des enfants, du mari, de la cuisine. Elles pouvaient se sentir importantes une fois franchi le seuil de leur maison. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est que ça a contribué quand même à ce que les femmes s'émancipent et accèdent à des droits quand même. C'est exactement ça. J'aurais jamais pensé que le spiritisme, entre guillemets, ait quand même abouti à ça. Eh ben, je ne m'étais pas non plus posé la question sous ce versant-là. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de lire la thèse de Daniel Bolin. On mettra le lien sur le site pour que vous puissiez aller la consulter. Mais on va constater que ce n'est pas le seul à en parler. Et je trouve que les exemples qui suivent sont assez probants. Et d'ailleurs, tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, il y a deux grandes hypothèses qui se dessinent pour expliquer les motivations des démystificateurs. Et qui font suite à ce qu'on vient de dire. Et qui font suite à la thèse de Daniel Bolin. Excusez-moi, je prononce toujours aussi mal. La première hypothèse, ça serait que plusieurs sont des magiciens agacés qu'on utilise leur tour et qui y voient une opportunité de faire disparaître des rivaux. Comme c'était le cas de Masculine, Tout à fait. de Shen Mingfu. La deuxième serait que les démystificateurs s'attaquent au mouvement en particulier parce qu'il est surtout représenté par des femmes. Une sorte de misogynie.
Ben, ce qu'on a pu voir tout au long de l'histoire, et on va le détailler un peu plus par la suite, c'est que quand il y a des mouvements féministes, ça ne plaît pas beaucoup à ceux qui aimeraient que les Les femmes femmes restent restent dans au leur foyer. cuisine. Ben oui, ça. On peut ajouter que dans le cas de Houdini, qui a été obsédé par les médiums durant la deuxième partie de sa vie et qui a démasqué d'autant d'hommes que de femmes, il n'était pas question de démasquer des rivaux, mais il n'était pas en croisade contre la cause du droit des femmes. Ça c'est important, Oui, parce que l'homme, il se démarque de ça, il faut effectivement. remettre les choses dans leur contexte. Oui, c'est un homme déçu, un homme qui avait vu les coulisses de la médiumnité à cause du rideau qui n'était pas fermé. De sa propre pratique. Oui, surtout de sa propre pratique. Et il y voyait une activité peu reluisante. Et ce, d'autant plus qu'il avait été lui-même confronté au deuil et à la recherche de réponses vis-à-vis du deuil de sa mère. Voilà, pour moi, Houdini, c'est un peu le cas particulier. On a vraiment ces deux gros cas de figure avec ceux qui veulent éliminer des rivaux et ceux qui s'en prennent au mouvement parce qu'ils n'aiment pas trop que les femmes prennent autant d'importance. Houdini, il est quand même à part parce qu'il a été déçu et c'est de sa déception qu'est née cette envie de démystifier tous les faux médiums et pour la plupart qui étaient faux. En plus, on peut le dire. Bah, il a prouvé que Il a c'était prouvé des escrocs. qu'ils étaient des escrocs. Donc ça ne va qu'accentuer en plus. Je pense qu'en plus, au fur et à mesure, quand tu prouves que c'est des escrocs, je pense que ça te conforte d'autant plus Oui, c'est dans ça. dans ta croyance de ça n'existe pas. Et tu mentionnais un petit peu plus tôt, à juste titre, que peut-être que s'il avait rencontré Eileen Garrett et qu'il avait pu être témoin de séances durant lesquelles elle a annoncé des choses qui se sont révélées vraies, peut-être qu'il aurait eu un changement d'attitude par rapport à ça. Parce que lui-même a dit à plusieurs reprises tout au long de sa vie, si un jour je rencontre quelqu'un Qui me dont les prouve. exploits sont véridiques, je serai prêt à y croire. Mais je pense que la démarche, elle est pas. Moi, je suis un peu comme lui. Je veux bien croire si on me démontre que c'est vrai. Je veux pas croire pour croire. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux pas non plus. Je veux bien croire à un autre monde, à la communication avec les esprits, mais j'aimerais qu'on me le prouve véritablement, empiriquement, pas en me disant mais moi je communique avec les esprits et voilà. Non, je voudrais qu'on me le prouve par A plus B égale C, et je voudrais qu'on me prouve C en fait. Eh ben, je dirais que ce serait vraiment fascinant et que pour moi, ce qui se rapproche le plus de preuves, ça reste les cas qu'on a montrés de Eileen Garrett, mais on pourrait aussi reparler de celui du premier épisode sur les médiums, de Edgar Vanti, durant lequel on a plusieurs médiums différents qui ont pu, Tout à fait, sans se rencontrer et sans avoir d'infos directes sur le cas, donner des détails très précis. tout à fait. Là où se trouvait la petite boîte en forme de boîte d'allumettes argentée sous la fenêtre, oui, effectivement. Et ça, c'était important pour nous de pouvoir à la fois, tout au long de ce cycle sur la médiumnité, présenter des cas de figure qui nous amènent à nous dire mais oui, ça pourrait être réel, et de montrer le versant des démystificateurs et de rappeler qu'il y a quand même eu beaucoup d'escrocs. On va s'intéresser de plus près à la deuxième hypothèse, et on constate que l'idée que la médiumnité est particulièrement genrée n'est pas récente. C'est vrai que par rapport à tous les cas qu'on a exposés depuis ces trois derniers épisodes en comptant celui-ci, on s'aperçoit quand même que les médiums les plus doués sont les femmes quand même. Ben même dans le cas Edgar Vanti, sur lequel on vient de revenir, sur les 4-5 médiums qui ont été consultés, je crois que c'était 5 médiums, C'était 5 médiums. si je me rappelle bien, c'était toutes des femmes. Toutes des femmes. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que je disais que pour l'instant, en tout cas, les médiums qui ont le plus de véracité, en tout cas pour l'instant, sont que des femmes dans ce qu'on a trouvé. Il semblerait. Il semblerait. L'ouvrage de la spécialiste des religions Anne Broad, Radical Spirits, Spiritualism and Women's Rights in 19th Century America, situe le travail spirituel comme un activisme social et politique, dans la mesure où il donne aux femmes l'occasion de s'exprimer en public et comme fondement du mouvement des femmes. Et ça rejoint, voilà, Daniel Bolin, il s'est basé notamment sur ce bouquin pour développer sa thèse, et on voit que ça sort pas de nulle part. Non, mais ça paraît sensé, puisque elles sortent déjà grâce au spiritualisme, et elles sortent de leurs 4 murs de maison ou de cuisine. Donc, elles c'est prennent vrai, le pouvoir en quelque sorte. en tout cas, elles le prennent et elles commencent à communiquer entre elles et à se dire
Oui, je ne suis pas faite que pour rester dans ma cuisine. Et Donc, ça fait pas plaisir à ceux qui ont envie que ça reste comme avant. c'est dommage. Ben oui, c'est triste parce que on devrait en tant qu'être humain militer pour que tout le monde Tout ait le les monde mêmes ait droits les mêmes pour chances. l'avancée des droits et des chances, tout à fait. Et les gens qui sont dans des discours comme ça, de dire non, telle personne ne devrait pas avoir tel droit, eh ben C'est pour, ça fait peur. c'est pour garder le pouvoir. Mais oui. On garde le pouvoir refuse et on l'égalité. refuse l'égalité. Et Mais donc- nous, nous et ne sommes donc, pas comme ça, Léo. Et donc les gens qui sont dans ce genre de discours, ils sont mal intentionnés. Oui, mais nous, nous ne sommes pas comme ça. Ah Nous non. sommes pour l'égalité des Ah droits. ben ça oui, Quelle que soit la race et le sexe. exactement. Et l'orientation sexuelle. Exactement. Nous, dès nous lors, sommes... Voilà, nous on le dit haut et fort, et tant pis pour ceux qui seraient chagrinés par ce genre de position. Si jamais ça vous fait pas plaisir, vous êtes libre d'arrêter d'écouter après tout, et ça nous fera pas grande peine. Non. Ça Nous, aussi. nous n'aimons que les gens positifs. Ce qu'on pourra dire, c'est que les gens qui prêchent pour la haine, qui sont contre les droits d'autres personnes, etc., et qui, d'un point de vue général, militent pour la division des uns et des autres, ça n'est pas des gens pour lesquels nous avons beaucoup d'estime. Et d'intérêt. Exactement. Il y a Et pour en revenir à notre sujet, Fred, un tel cadre permet d'expliquer pourquoi le spiritisme a été si ridiculisé et pourquoi ses opposants ont cherché à discréditer avec le plus de vigueur ses dirigeantes. Le spiritisme exerçait un attrait particulier sur les militants qui se sentaient opprimés par les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes. Il a montré que l'ordre social avait besoin d'être revu et a condamné les églises comme perpétuateurs de conventions répressives. C'est ce qu'on disait il y a quelques secondes. Pour aller dans le sens de l'hypothèse de Broad, on retrouve en effet chez certains défenseurs du spiritisme des abolitionnistes et des défenseurs fervents des droits des femmes, comme c'était le cas du couple Post qui avait pris sous son aile les sœurs Fox. oui, on voit que l'activisme social et politique qu'elle évoquait, il est très présent chez beaucoup de gens qui s'intéressent au spiritisme. Et non seulement le droit des femmes, mais l'abolition aussi. Et ça, c'est important. Spiritisme, spiritualité, c'est quand même très proche comme terme. Donc on avance, On réfléchit à la société. et on réfléchit à la société, Au qu'elle fondement soit du au monde fondement. d'avant et d'après. Mais c'est intéressant quand même c'est quand même. On ne se douterait pas que ce mouvement ait eu une influence sur les droits des femmes, sur l'abolition, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette hypothèse-là devant les yeux. Et c'est pour ça qu'on voulait partir sur ce versant-là dans cet épisode. Parce que c'est un vrai sujet de société qui est présent encore aujourd'hui. Un autre élément intéressant, cher Léo, nos recherches ne nous ont pas permis de trouver des démystificatrices. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais en ce qui nous concerne, nous avons trouvé que des hommes, ce qui pourrait aller dans le sens de l'hypothèse d'Anne Broad, reprise par Daniel Bolling dans sa thèse. Oui, c'est ça. C'est qu'on a beau chercher, a priori, la majorité des démystificateurs sont des hommes, alors que la majorité des médiums sont des femmes. Donc on a l'impression qu'il y a un peu ce combat homme-femme. On est toujours dans le rapport, oui, d'un certain combat. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a quand même quelques hommes qui s'intéressent à des mouvements comme le spiritualisme. Et ça ouvre le champ des possibles. Je trouve que c'est très intéressant. Ça rassure. Ça rassure parce qu'on se dit quand même que l'homme réfléchit de temps en temps. Oui, bah oui, et que certains hommes sont hommes sont capables de réfléchir et d'influencer peut-être les autres hommes. Et de pas croire qu'ils méritent mieux que les autres. Surtout pas. En 2021, Philippe Baudouin publie le livre Surnaturel, une histoire visuelle des femmes médiums, dans lequel il rassemble des photos d'archives. Nous rappelons qu'une grande majorité des médiums de l'époque étaient effectivement des femmes. C'est ce qu'on ça, on a beau chercher par tous les bouts. Oui, la majorité des médiums sont des femmes. Peut-être que c'est lié à leur sensibilité, je pense. Mais alors, dans la thèse de Daniel Bolling, il évoque un élément qui est intéressant de dire, comme à l'époque les femmes ne sortaient pas trop de chez elles et qu'elles étaient surtout dans leur rôle de mère, c'est ce côté enrobant, rassurant, réconfortant et maternel qui fait que peut-être elles sont plus sensibles et que les esprits apprécient d'autant plus
leur présence et communiquent avec elles. Donc, nous avons remis ces découvertes en perspective avec les constats récents sur les entêtes aux droits des femmes dans le monde des dernières années. Oui, et on a remis ça en perspective avec le concept du backlash. Donc, le rapport sur le backlash, il a été conjointement élaboré par Equipop et la Fondation Jean Jaurès, et il met en lumière le fait que partout dans le monde, les droits des femmes reculent sous la pression de mouvements anti-droits aux États-Unis qui poussent leur agenda de régression. Le concept de backlash, il est théorisé pour la première fois par Susan Faludi, journaliste américaine en 1991, dans un livre pour lequel elle gagne le Pulitzer. Il définit les réactions comme étant des mouvements conservateurs et masculinistes qui réagissent violemment dès que les droits des femmes connaissent des avancées. Selon elle, ce backlash est au départ une réaction aux avancées féministes des années 70, période durant laquelle les femmes investissent massivement le milieu du travail et s'émancipent. On peut le traduire en français, ce terme de backlash, par retour de bâton, mais aussi par régression. Or, si l'on regarde le spiritisme sous le prisme du genre, on peut se demander si l'origine des démystificateurs ne se trouve pas dans une forme de backlash, bien avant que ce concept ait été inventé. Le féminisme est alors pointé comme la source de tous les maux dans le backlash. C'est l'explosion de la cellule familiale et de l'économie, précarité des femmes. Et c'est tout à fait ça qu'on voit dans la thèse de Broad et de Bolin, de dire les femmes qui jusque-là étaient à la maison, elles sortent de la maison. Donc le modèle familial, il explose. C'est horrible. C'est ce que pensent ces personnes conservatrices et masculinistes. Les droits sur lesquels on revient dernièrement, le droit à l'avortement et l'égalité professionnelle, ce que va nous en dire Gloria Steinem, journaliste américaine, c'est que le contrôle du corps des femmes et des moyens de reproduction est un symptôme précoce de l'autoritarisme. Parce que si on décide pour une femme si elle a le droit d'avorter ou non, ça veut dire qu'on prend le pouvoir sur son corps, elle n'en a plus la maîtrise. Et donc, effectivement, on est complètement dans du totalitarisme. Les mouvements anti-droit refusent aux femmes le contrôle de leur corps et de leur reproduction, tout en les renvoyant systématiquement à leur fonction reproductrice. Vous n'êtes pas des citoyens à part entière, vous êtes des génitrices. C'est en substance ce que ça dit. Des fours à pain. Oui, c'est ça. La justice reproductive est le droit humain de conserver son autonomie corporelle personnelle, d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, et d'élever les enfants que nous avons dans des communautés sécuritaires et durables. Ça veut dire qu'on doit avoir le choix, on doit avoir la liberté de faire des enfants, de ne pas en faire, de mettre fin à une grossesse. La liberté, c'est le choix. C'est d'avoir le choix. Et c'est exactement ce que les mouvements qui se disent pro-life, pro-vie, refusent aux femmes. Ils leur refusent le choix. Et ce qui est assez fascinant dans ces mouvements et qui font que c'est vraiment très difficile de les prendre au sérieux, c'est que tout en se disant pro-vie, on en voit de plus en plus qui disent les femmes qui avortent devraient être condamnées à mort. Donc là, oui, vous êtes pro-vie, mais pour autant, vous n'avez aucun mal à condamner une femme à mort. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas qu'aux États-Unis, là, récemment, dans des pays européens, il y a ce genre de montée aussi, et dans les pays d'Amérique du Sud aussi. Et il faut que les femmes se battent pour leurs droits et qu'elles ne les... Et c'est triste à dire, hein, mais une femme ne peut pas prendre ses droits pour acquis, parce qu'on voit que c'est fragile et qu'à tout moment ça peut basculer, y compris dans des pays qui se disent civilisés, qui se targuent d'être modernes, d'être avancés. Et nous, en tant qu'hommes, on a cette responsabilité aussi d'être soutenant, d'être attentif. Il faut participer au combat. Il faut qu'on éduque nos fils pour qu'ils respectent les femmes. Il faut qu'on éduque nos filles pour qu'elles se battent pour leurs droits. On a notre place à prendre là-dedans. On doit être présent et on doit avoir conscience que c'est fragile et que c'est notre responsabilité pleine et entière. Et c'est marrant parce que ce dernier épisode sur la médiumnité, il nous a confrontés à des réflexions qu'on n'avait pas anticipées. Quand on a commencé à bosser sur cette question du médium, on était purement et simplement dans le buffet froid. Oui.
dans le buffet froid et on était surtout, on ne se doutait pas toutes les implications que ça pouvait apporter. Non, parce que nos recherches nous ont obligés à nous interroger sur le lien entre la place de la femme dans la société et l'existence du spiritisme en tant que religion libératrice. Et puis ça, ce qu'on vient de dire là, c'est aussi une façon pour nous de prendre notre responsabilité en tant qu'hommes et de dire oui, il faut avoir conscience de ça, oui, c'est des problèmes qui existent, et ça a existé au 19e siècle, mais aujourd'hui encore, ça revient, c'est des vraies problématiques. Nous régressons. Et il ne faut pas le banaliser. Et il ne faut pas régresser. Exactement. Il faut toujours aller de l'avant. Parce que on dit le spiritisme, c'est une religion libératrice, et on a pu voir plusieurs cas de figure sur les démystificateurs, avec des hommes médiums démasqués par leurs rivaux, où là c'est de la rivalité pure. Exactement. On a pu voir l'obsession d'un homme trompé par la profession, décidé à partir en croisade contre tous ceux qu'il considère comme des charlatans, mais on a vraiment voulu beaucoup insister volontairement sur ce panel varié pour montrer qu'il y a pas, les réponses sont complexes, il n'y a pas un seul cas de figure, et pour autant, ce côté, les démystificateurs hommes, qui veulent s'en prendre aux médiums femmes, il est important. Il faut insister dessus et se dire que dans un monde où de nos jours encore, tant d'hommes se sentent menacés par le simple concept d'égalité entre hommes et femmes, est-ce qu'on peut vraiment la rejeter, cette hypothèse que le combat contre la médiumnité a été au moins en partie un combat contre la prise d'indépendance des femmes? Et il faut se battre pour l'indépendance des femmes. On a cette responsabilité. L'indépendance, pour nos enfants, pour nous, pour la société qu'on veut construire dans plusieurs années. Exactement, parce qu'on ne peut pas être heureux dans une société où des gens ont moins de droits que d'autres. Parce qu'ils sont nés femmes ou parce qu'ils sont nés différents. La différence, c'est une richesse. Il faut respecter ça et il faut se battre pour que tout le monde ait les mêmes droits. Je ne dirais pas mieux. Je ne peux pas dire mieux. Je ne fais que abonder dans ton sens, Léo. Mais tu le dis très bien aussi. Voilà, c'était donc la conclusion de notre cycle sur la médiumnité. On vous remercie une fois de plus de vous être attablé à notre buffet froid. On espère vous y retrouver la semaine prochaine. Dans dans cette même configuration, parce que plus de voix qui sont apparues au tout début de notre épisode. Qu'est-ce qui se passe, Léo? On se retrouve à deux. On se retrouve à deux. On n'est plus à trois. D'un coup, plus personne ne nous aime, c'est ça? Oh, je crois qu'ils nous aiment bien, mais ils se sont peut-être lassés de venir partager le buffet avec nous. Non, on verra. Peut-être que d'ici la fin de la saison, on aura à nouveau des invités. Sûrement. Mais bon, à deux, ça fonctionne bien aussi. Ça fonctionne bien et puis on est toujours heureux de vous revoir et de vous compter parmi nos abonnés. N'oubliez pas de nous mettre des likes au passage. Alors oui, on aimerait bien si vous pouvez continuer de vous abonner, de mettre des commentaires, que ce soit sur la page Facebook ou directement sur Spotify. N'hésitez pas parce que d'une part ça nous fait plaisir, mais en plus c'est intéressant d'avoir vos retours, de savoir ce que vous avez pensé des épisodes, d'avoir vos suggestions pour des prochaines thématiques. Ça fait vivre le buffet froid. Et plus nous avons de mets au buffet, plus nous sommes contents. Exactement, on a besoin de vous, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et en attendant, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.